Bien. Eh bien, écoutez, on va commencer pour cette dernière table ronde. Déjà, merci. Après 2 jours intenses de débats, d'échanges, de partage, merci à celles et ceux qui sont là ce soir. Merci beaucoup. La barre est haute sur le sujet, mais je suis sûr que nos intervenants voilà, auront de quoi vous tenir en haleine jusqu'à 19 h. Et après, vous serez libérés après ces 2 jours. Donc, merci à vous de votre présence ici ce soir. Merci aux équipes du réseau Alliance aussi de cette invitation, puisque le Pacte mondial des Nations Unies est partenaire non seulement de l'événement, mais aussi de votre réseau. Merci Marie-Hélène et toute l'équipe. Et je suis également accompagné de collègues ici dans la salle que vous avez pu croiser pendant les 2 jours sur le stand, Anne, Émile et Élie. Et merci à eux d'avoir assuré 2 jours de présence. Table ronde, changer le monde, pas le climat, quelle stratégie pour la transition écologique et sociale? Alors je ne sais pas si 1h30 suffit. On me coupe déjà la parole. Donc 1h30. Comme sur toutes les tables rondes, on prendra une vingtaine de minutes pour les questions. Donc n'hésitez pas dès à présent à préparer les questions que vous voudrez poser à nos 4 interlocuteurs que je vais présenter rapidement, puis je présenterai après les entreprises. Je ne sais pas si Marie-Hélène, on doit encore te présenter. Je ne pense pas, mais du coup je te présente pour Laurence Capocel qui est en ligne et du coup nos participants, puisque aucun d'entre nous sommes les locaux de l'étape, donc il paraît que c'est une table ronde internationale, donc nous sommes en tout cas des représentants extérieurs au territoire. Donc Marie-Hélène Foubet, DG du réseau Alliance. Voilà, on peut t'applaudir parce que tu as, avec tes équipes, beaucoup donné à la réussite de ces 2 jours. En ligne, donc Laurence Capocel qui est cofondatrice de l'entreprise Setup, qui est également membre du Pacte mondial, je reviendrai dans un instant. Et puis sur scène, nous avons Jean-Jérôme Sema qui vient de Lyon, de l'entreprise Alpha Laval. Et ensuite, nous avons David Laurent, le directeur transformation écologique d'EPE, Entreprise pour l'environnement. Je reviendrai aussi à un réseau de 60 entreprises, grosses entreprises, parties CAC 40, on y reviendra. Alors, sur le sujet... on m'a demandé un exercice un peu compliqué en tant qu'animateur, de faire une introduction qui soit un peu longue. Et donc, je me suis livré à cet exercice pour essayer d'apporter quelques thèmes sur le débat pour à la fois nos interlocuteurs qui vont découvrir l'orientation et pour vous. Alors, changer le monde, qui est ce thème très ambitieux, merci. Je me suis dit, finalement, n'est-ce pas l'idéal de tout un chacun? Finalement, quand on y réfléchit, c'est un idéal que chacun d'entre nous porte, qui ne s'est pas pris à rêver d'un monde meilleur, plus durable, en adéquation avec ses propres utopies. Et pour paraphraser Camus, chaque génération se prend à rêver d'un autre monde. Je ne termine pas la phrase de Camus parce qu'elle est beaucoup plus pessimiste, mais finalement, c'est le propre de chaque génération. Et je me suis livré un petit exercice de citation. Nous irons jusqu'au bout. Soyez réalistes, demandez l'impossible. L'imagination en pouvoir. Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi. Pour les plus anciens, ce sont des slogans de mai 68 qui avaient aussi envie de changer le monde. Est-ce qu'ils l'ont réussi? Je ne sais pas, on pourra en débattre ce soir. Mais ce sont des slogans qui ont en tout cas marqué les esprits. La crise pétrolière des années 70, les années SIDA des années 1980, puis sans doute la chute du mur de Berlin fin 1989, ont laissé place à une nouvelle utopie, celle d'une mondialisation heureuse qui permettait à chacun des citoyens du monde de pouvoir accéder à ses besoins via le consumérisme. C'est une période où finalement la jeunesse rêvait de s'engager pour l'humanitaire ou la protection de l'environnement dans les pays dits en voie de développement. Décennie heureuse, sans doute pour l'Europe, malgré quelques disparités régionales, tant en France que sur l'ensemble du continent. Il faudra attendre le choc de la crise économique de 2008 pour que l'Europe prenne conscience de ses fragilités. Et encore, elle les a d'abord analysées sous l'angle de l'économie. Pour autant, la jeunesse, elle a continué à s'engager, à militer. Mais elle a changé ses combats en prenant compte un avenir qui s'assombrit. Le réchauffement climatique, on va en parler, la lutte contre les inégalités, contre le racisme, l'antisémitisme, l'affirmation de soi, la reconnaissance de sa sexualité et j'en passe. La jeunesse s'engage pour le climat et les droits humains au son de MeToo ou encore de l'emblématique How Dare You prononcée par Greta Thunberg aux Nations Unies, dénonçant les pays les plus pollueurs et l'action supposée inefficace des leaders politiques.
La bonne nouvelle, c'est qu'avec cet engagement, la politique reprend cours, c'est-à-dire construire un projet de société, définir et organiser les conditions de vie collective, identifier les combats à mener. De ce point de vue, il s'agit bien d'un combat pour changer le monde. Cette jeunesse veut s'extraire du slogan qu'on peut résumer « Vie, consomme, crève » que j'ai piqué à Alice Barbe, activiste. Cette jeunesse, elle veut être actrice de son futur et ne plus la subir. Elle veut écrire sa propre histoire qui s'inscrit à rebours de ce que la société lui avait prévu. Ironie de l'histoire, c'est en partie la génération des 68 arts qui a porté en France la société dans laquelle nous vivons. Sans dire qu'ils ont renoncé à leurs idéaux, ils sont sans doute rentrés dans le rang. J'évoque la jeunesse, même si on pourrait en réalité parler d'une certaine jeunesse, car la jeunesse au singulier n'existe pas. Mais aujourd'hui, face au réchauffement climatique, face aux nombreux irréversibles qui s'accumulent devant nous, face aux menaces qui pèsent sur nos propres existences, c'est de 7 à 77 ans que nous cherchons des réponses. Car notre planète brûle, elle saigne de nos propres excès. Elle nous signifie clairement que le temps de la luxure est terminé. Nous sommes donc confrontés à une équation finalement simple, agir ou subir. C'est sans doute la décision la plus simple que l'humanité n'ait jamais eu à prendre, agir ou subir. Pour autant, avec 197 pays membres des Nations Unies, 8 milliards d'habitants, l'équation se révèle plus complexe qu'elle n'y paraît. Chacun, légitimement, défend son monde, sa culture, ses valeurs, et du coup, les visions ne sont pas forcément alignées. En tant qu'Occidentaux, nous sommes habitués au temps long de la démocratie, celui des constats partagés, des débats, de la confrontation, des compromis. Mais l'horloge de l'humanité, elle, non seulement ne s'arrête pas, mais elle s'accélère à la mesure des rejets de CO2 que nous dilapidons dans l'atmosphère. Très concrètement, une limitation du réchauffement à 1,5 degré implique que les émissions atteignent un pic avant 2025, puis baissent de 43% d'ici 2030, puis par rapport à 2019, et de 84% d'ici à 2050. On mesure le défi qui est devant nous. Dit autrement, alors que l'humanité a émis 2560 milliards de CO2 depuis 1750, il faudra n'en émettre plus que 500 pour limiter le réchauffement climatique à 1,5. Les pays dits du Nord arriveront sans doute, non sans quelques difficultés, à s'adapter. Mais que dire des plus vulnérables ? Et accepterions-nous de sacrifier des pans entiers du globe avec comme conséquence des migrations d'ampleur, alors que dans le même temps, en Europe, d'aucuns cherchent à se protéger d'une immigration que l'on considère de masse? Acceptons-nous délibérément de créer des injustices à l'échelle de la planète entière et de léguer aux générations futures non pas un fardeau, mais une planète saccagée avec les conflits sociaux, économiques, militaires qui en sont les corollaires? À cet instant de mon introduction, vous comprenez que j'articule intimement les défis environnementaux et sociaux comme les deux faces d'une même pièce, car oui, les deux sont liés. Dans un passé pas si lointain, en 2018, ça paraît une éternité, la France a expérimenté les conséquences d'une approche cartésienne et en silo, la crise des Gilets jaunes. Souvenons-nous, l'étincelle a été allumée lorsque le gouvernement a souhaité augmenter le montant de la taxe carbone. Soyons honnêtes, sur le papier, l'idée était loin d'être illégitime, taxer plus un usage que l'on souhaite voir se réduire. C'est le principe des taxes sur le vin, sur le tabac. Mais là où fumer et boire relèvent avant tout de plaisir personnel, se déplacer n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour toutes les Françaises et les Français qui ne peuvent disposer de transports en commun, par exemple, de parcours cyclables ou tout simplement qui habitent loin ou qui travaillent en horaire décalé. Au-delà des taxes, dont on ne peut pas dire que nous, Français, ne sommes pas habitués, c'était avant tout le signal d'un ras-le-bol qui a sonné le refus d'être déconsidéré et la peur d'être déclassé. Et il ne peut y avoir de territoire à plusieurs vitesses. Faire société, c'est inclure tout le monde et pas uniquement certains. Personnellement, je ne crois pas que la majorité des Européens rejettent la nécessité de changer la société. Globalement, le réchauffement climatique n'est pas remis en cause en Europe, même si ce consensus commence à se fissurer. Et je pense, pas si loin d'ici, à l'éruption sur la scène politique du mouvement des agriculteurs citoyens aux Pays-Bas, qui assume un climato-relativisme tout à fait ouvert, mais aussi, dans une certaine mesure, au positionnement du Rassemblement national, qui assume, et je cite, « ne pas uniquement se baser sur les constats du GIEC », qui fait pourtant l'unanimité, pour ne pas, et je cite aussi, contrevenir à la qualité de vie des Français. Mais ne soyons pas naïfs. Ce que proposent ces deux partis politiques, c'est aussi une offre politique à une opinion qui, malgré tout, doute.
Et d'ailleurs, près d'un quart des Français considèrent que le réchauffement climatique n'émane pas d'un cycle naturel, ni d'un cycle naturel, ni de conséquences humaines, nourrissant dans la foulée la thèse complotiste et la défiance vers les élites politiques et les élites économiques. Personnellement, je le regrette, mais il faut l'entendre. C'est aussi un constat en Europe et dans le monde. C'est pourquoi il est important de poser des constats et des diagnostics partagés. Ils existent avec l'accord de Paris en 2015 et puis avec l'agenda 2030 voté par l'Assemblée générale des Nations unies la même année, agenda qui propose une vision partagée pour le monde en 2030, un monde durable et inclusif. C'est d'ailleurs également en réponse à ces défis que l'Union européenne a voté le Pacte vert ou le Green Deal pour faire de notre continent le leader mondial de l'engagement environnemental. C'est bien la réponse du politique pour proposer au peuple européen les conditions de vie meilleures d'ici 2050, soit dans à peine une génération. Nous le savons, la marche à franchir est encore haute. Et le programme des Nations Unies pour l'environnement nous le rappelle, à la veille de la COP 2028, les engagements des pays sont loin d'être suffisants et dirigent de facto le monde vers un réchauffement climatique de 3 degrés en 2100. Le compte n'y est donc clairement pas. Et pour faire un parallèle avec ce réchauffement climatique, quand vous prenez votre température qui passe de 37 à 40, vous en subissez les conséquences. Il faut appliquer la même analogie pour la planète. Elle suffoque, elle s'enrhume, elle éructe. Et le monde animal en paye les conséquences. Et je nous rappelle que nous ne sommes jamais qu'au sommet de la pyramide animale. Notre responsabilité collective est donc énorme. État, collectivités locales, société civile organisée et entreprises, il est impératif d'agir. C'est donc ce que nous allons aborder ce soir avec nos intervenants. Quelle réponse de l'entreprise face à ces urgences? Comment les entreprises peuvent ou doivent se transformer? Quelle stratégie à mettre en place? Comment s'intégrer dans un agenda collectif pour construire un futur durable et inclusif? Et plus largement, comment juguler croissance, du moins rentabilité, avec l'avenir de notre planète? Faut-il privilégier la lutte contre le réchauffement climatique au détriment du social ou l'inverse? Quelle transition voulons-nous et quels moyens voulons-nous nous donner? C'est donc le programme de nos intervenants qu'on va rendre, je vous rassure, pratique et pragmatique et avec des exemples concrets vu l'heure pour que ce soit très opérationnel. Mais en tout cas, merci à vous de vous prêter à cet exercice. Alors, rapidement, pour présenter vos entreprises, c'est important. Donc, l'entreprise Alfa Laval, représentée par Jean-Jérôme Sema, est une entreprise suédoise. C'est important de le préciser, de plus de 140 ans, qui compte plus de 20 000 salariés dans le monde. Et en France, vous avez de mémoire 5 sites, 5 usines en France qui emploient 1000 personnes. Et votre entreprise est active dans 3 domaines. La production d'énergie, ça tombe bien, on est sur le sujet. Food and Water and Pharma, je vais résumer les enjeux en bon français. Et le transport maritime. Donc vous êtes vraiment dans ces enjeux de décarbonation. Vous pourrez nous en dire un peu plus dans un instant. Laurence Capossel en ligne, cofondatrice de CETOP, une entreprise de transport, entreprise française de transport, je le précise, sur la dimension sociale, c'est important, qui emploie un peu plus de 120 salariés du coup sur le territoire français, transporteur sur l'ensemble du territoire, qui a aussi un peu plus d'une vingtaine d'années de mémoire. Entreprise, tu pourras plus 30 35, pardon, je te rajeunis en même temps, et donc centré sur le transport. David Laurent. En véhicule léger. Voilà, en véhicule léger. David Laurent, donc directeur de transformation écologique d'EPE. Donc, ce qui est intéressant dans EPE, c'est une association qui fédère 60 entreprises, donc beaucoup de grandes entreprises, et qui travaillent, parce que c'est pas que EPE qui travaille, les boîtes elles-mêmes travaillent et produisent un certain nombre d'éléments, comme son nom, entreprise pour l'environnement, donc avec une focale évidemment très environnement, ce qui est logique. Et donc, vous vivez pleinement les sujets que nous venons d'aborder. Marie-Hélène, tu me pardonneras, je ne te présente plus et tu pourras intervenir. Je te ferai intervenir aussi un peu en témoin de ces 2 jours par rapport à ce que nous disent nos intervenants. Je vais commencer par vous, Jean-Jérôme. Voilà, alors, je l'ai dit, l'ADN de votre entreprise est suédoise, avec un adage, je crois, assez fort, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit.
pour le coup. Et ma première question, c'est finalement, la Suède est assez exemplaire sur un certain nombre de sujets, et l'Europe du Nord, mais vous opérez également aux États-Unis et en Chine et en France, donc des contextes extrêmement différents aussi, je dirais, politiquement, intellectuellement et culturellement. Finalement, comment on articule ces différentes échelles dans une entreprise comme la vôtre au regard des enjeux de transition écologique et sociale? Tout d'abord, on part du tableau que vous avez dressé. Donc soit, je dirais, on s'écroule et on estime que c'est complètement déprimant, ce qu'on pourrait penser. Soit après, on prend la décision d'agir. Et je pense que c'est là la chose importante, c'est de dire comment on agit. Et moi, j'ai la chance d'être dans une entreprise dans laquelle il y a des actionnaires. On est coté à la bourse de Stockholm. Donc on est une entreprise cotée, avec un actionnariat qui est quand même assez stable. C'est des fonds de pension suédois, c'est des familles suédoises aussi. Et avec des gens en fait, qui travaillent vraiment sur le long terme. Donc vous l'avez cité, une entreprise qui a plus de 140 ans et qui souhaite rester et se projeter dans la durée. Donc ça, je pense que c'est déjà un point important. Et l'entreprise en fait, a fait le choix d'avoir une vision. Et ça a toujours été cette vision, je dirais, d'accompagner nos clients pour les aider à optimiser en fait, leur process industriel. Et après, les choses ont évolué vraiment pendant le Covid, au tout début du Covid. Je pense qu'il y a une prise de conscience, alors pas que chez nous, mais voilà, chez beaucoup d'entreprises. Et l'entreprise a décidé de dire, ben voilà, on connaît notre fléau. Le fléau, c'est quand même le carbone. On travaille, nous, dans l'industrie. On a nos propres sites industriels. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il y a une décision qui a été prise de dire, voilà, on se projette, on veut être neutre carbone à 2030, donc sur notre scope 1 et 2, et réduire de 50% notre scope 3. Et ensuite aller vers le net zéro à 2050. Donc il y a deux aspects, je dirais, là-dedans. Il y a ce qu'on fait en fait auprès de nos clients. Et ce qu'on fait auprès de nos clients, c'est qu'on les accompagne justement dans cette approche de décarbonation de leur process industriel. Donc c'est très bien. Avant de démarrer la table ronde, vous avez parlé d'être exemplaire. On parlait de mixité, je dirais, dans le panel. Et c'est vrai que voilà, il y a une mixité dans le panel, même avec les gens à distance. Et c'est vrai qu'on s'est dit, on ne peut pas en fait, et ça c'est une approche aussi très suédoise, je dirais, on ne peut pas préconiser ça, je dirais, à nos clients en longueur de journée et ne pas se l'attribuer à nous-mêmes. Donc déjà, voilà, vous avez cette vision et de dire, il faut qu'on l'attribue à nous-mêmes. Donc comment on a démarré en fait ça? Je pense qu'il y a cette ambition qui a été donnée par le groupe. Et après, on a il y a beaucoup d'autonomie qui sont données en fait dans cette culture suédoise. Donc chacun des patrons de pays, en fait, on doit piloter la décarbonation de nos activités et rentrer dans ce schéma-là. Donc il y a trois choses qu'on a fait en place, et je vais revenir à la France, mais pour vous donner un exemple en fait sur la France. La première chose, c'est qu'il faut acculturer son organisation. La deuxième chose, c'est qu'il faut mesurer les choses et puis après agir. Alors, acculturer, ça veut dire quoi? C'est un grand terme à la mode, mais il faut faire comprendre en fait aux gens et à l'ensemble des collaborateurs de quoi nous sommes en train de parler. Donc je vous ai cité en fait des scopes 1, 2, 3. Pour certains d'entre vous, c'est évident, on sait ce que c'est. Pour d'autres, c'est pas évident du tout. Et je dois vous dire que même pour moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses sur les 2 dernières années. Justement, je parlais de diagnostic et de constat. Comment on fait, parce que ça revient à la même chose, comment on fait pour partager ces diagnostics et ces constats avec vos 1000 collaborateurs en France? Bon, on a démarré justement par lancer, on a démarré par quelques entités. La première entité où on a démarré, c'est là où on a les équipes commerciales et les équipes techniques. Donc les gens qui sont au contact du terrain et des clients au quotidien. C'est un peu plus de 140 personnes qu'on a. On a fait une fresque du climat, donc tout le monde y est passé. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'exercice, mais c'est assez pratico-pratique. J'ai eu 2 types de réactions là-dedans. Il y a ceux qui connaissent et qui disent bon super, mais quand est-ce qu'on passe à l'action? Et puis il y a ceux qui apprennent des choses. Voilà, on apprend des choses. Une fois de plus, pour ceux qui connaissent la fresque du climat, quand on la démarre, le début de la fresque du climat, je dirais c'est l'homme, c'est l'humain. Et puis ensuite, vous avez les différentes typologies de piliers qu'on a avec l'agriculture, l'énergie, la partie bâtiment, la partie industrie. Donc nous, on a la chance aussi de ne pas être dans la déprime, c'est-à-dire de relier nos collaborateurs et de faire le lien avec ce qu'on fait. Donc déjà, c'est donner du sens à l'ensemble des collaborateurs. Donc ça, c'est un premier point.
Le deuxième point, on a essayé aussi de faire beaucoup d'activités. Ça, le groupe en fait développe des petites formations, voilà, à distance, qui est plutôt en fait de la culture générale sur c'est quoi en fait la sustainability, l'environnement, qui ne touche pas que la décarbonation. Mais on en a parlé un peu quand on a préparé cette intervention. Ça touche aussi ce qu'on appelle le care, donc c'est la sécurité, c'est tout ce qui est lié en fait à la sécurité pour les personnes et pour le personnel, et aussi pour nos clients. Mais c'est lié aussi à tout ce qui est, je dirais, approche de. Bon, j'entendais sur les tables précédentes, voilà, pas faire travailler les enfants, la relation à la corruption. On est implanté sur plusieurs pays, vous l'avez dit, donc c'est des points qui sont importants. Donc c'est tout cet aspect-là qu'on essaye de tourner, quoi. Donc voilà, ça c'est le premier point, vraiment de faire connaître en fait et descendre en fait les choses dans l'organisation. Et le deuxième point, c'est la mesure. Et, du coup, comment réagissent les salariés? C'est-à-dire que le constat est partagé, ils vous poussent à l'action, ils vous engueulent en disant on va pas assez vite, on va pas assez loin. Ils décident des choses tout seuls. Hein. Vous savez, il y a, alors ça remonte un peu, mais je donne une anecdote, mais il y a 5 ans de ça, à la machine à café, on distribuait encore des gobelets plastiques. Basique, hein, voilà. Ça se fait plus trop aujourd'hui, mais il y a 5 ans, c'est pas vieux. Ben oui, moi j'ai des gars de l'équipe, quand vous avez la personne de la maintenance qui venait, ils ont dit faut arrêter ça. Donc c'est pas passé devant le comité de direction, et ainsi de suite. Ils ont dit aux gars d'une boîte extérieure, vous arrêtez de mettre des gobelets plastiques, c'est une hérésie. 2017, moi j'ai pris la décision de passer tous nos sites industriels, enfin tous nos achats en fait en termes d'énergie, en énergie renouvelable. Mais elle était très personnelle cette décision. Donc on faisait des choses comme ça et je ne savais pas trop mesurer ce que vraiment ça avait un impact. On savait que ça allait dans le bon sens. On a donné des gourdes à tout le monde, on a mis des fontaines d'eau, mais en fait c'est peanuts tout ça. Donc on est passé à la mesure. La mesure qu'on a faite après, toujours pareil, on a démarré par une entité qui est toujours la même entité où en fait on s'est fait appuyer par la BPI et on a fait un plan d'action qui s'appelle Décarbonation. Donc sur lequel vous avez un bureau d'études externe qui vient, vous avez un coût qui n'est pas si important que ça. Hein. Le coût final pour une entreprise, enfin pour nous, notre entité, ça a été de 6 000 €. Donc voilà, donc c'est abordable, c'est accessible. Et derrière, vous avez un bureau d'études qui vous accompagne et qui va vous mesurer en fait l'ensemble de votre émission carbone. Scope 1, scope 2, scope 3. Ça me ramène sur le point numéro 1 qui est le fait de cultiver aussi les gens. Voilà, moi j'ai intégré en fait des ambassadeurs planète, on les a appelés comme ça, par département. Voilà, j'en ai 7 dans l'entreprise et qui ont participé en fait à cet exercice-là. Donc ça permet d'apprendre aussi et de comprendre les choses. Et ce qu'on a compris à travers ça, c'est que nos émissions en fait internes, elles sont relativement réduites. Scope 1, scope 2. Et celles qui sont les plus importantes, c'est le scope 3. C'est-à-dire c'est nos produits. Donc les produits qu'on fait nous, c'est des produits c'est de l'échangeur thermique, c'est des séparateurs, c'est des pompes, c'est des vannes. C'est des produits qui sont en acier. C'est de l'inox, c'est de l'acier, c'est du titane. Donc quand vous utilisez des produits comme ça, c'est beaucoup d'émissions en termes de CO2 sur le scope 3. Donc rien que ça déjà, c'est une révélation. Sur 44 000 tonnes de CO2, j'ai juste 4 000 tonnes qui sont liées au scope 1 et 2 et 40 000 qui sont sur les produits. Donc ça, déjà, ça choque. Donc déjà, après, derrière, on se dit, bon ok, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut agir là-dessus. Donc voilà, donc l'implication se fait à travers cette mesure-là. Merci, parce que du coup c'est concret, puis je pense que le décarbonation aussi c'est intéressant parce que c'est bien une action de la puissance publique via son opérateur, aussi pour accompagner le secteur privé, programme mené par en particulier aussi l'ADEME. Laurence, ce qui est intéressant, donc exemple aussi d'une PME, là on a une belle ETI taille française, PME, comme on se connaît un peu, c'est vrai que tu insistes souvent sur un point dans tes engagements de l'entreprise sur le développement durable. Il y a évidemment ce que vous portez en tant que co-dirigeant avec Jean-Pierre, et puis il y a aussi la demande des grands groupes. Il y a aujourd'hui, on parle de scope 1, scope 2, scope 3, c'est-à-dire à un moment aussi les demandes qui sont faites par les grandes entreprises sur leurs fournisseurs, dont tu fais partie, de pouvoir aussi agir. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est aussi que tu puisses un peu exposer, toi, concrètement, c'est-à-dire en tant que PME, comment tu l'apprécies et ensuite comment tu le cascades dans l'entreprise, en lien, du coup, aussi avec tes engagements que tu portes, évidemment, en tant qu'entreprise. Ok, alors rapidement, pour présenter un petit peu plus concrètement Setup, notre métier c'est du transport de produits à fort enjeu industriel, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
avec pour le monde par exemple de l'aéronautique, de l'énergie, enfin, tout type d'industrie. Et nous intervenons sur tout le territoire national, voire l'Europe. Alors notre siège social est à Grenoble, notre centre opérationnel, là où arrivent toutes les demandes, est aussi à Grenoble, et tous nos administratifs sont à Grenoble. Et ensuite, nos pilotes, ce sont nos chauffeurs, qui sont avec des véhicules légers, type trafic et master, sont répartis sur tout le territoire national. On embauche nos pilotes proches des sites de nos clients. Ils sont donc au nombre d'une centaine aujourd'hui. Ça, c'est une singularité chez Setup, puisque nous avons la plus grosse flotte en France sur le territoire national, qui est répartie ainsi sur tout le territoire national. Et une mission chez nous, c'est-à-dire un transport, en moyenne, c'est 450 km. Nous ne faisons pas des derniers kilomètres. Souvent, en véhicule léger, on pense aux entreprises qui font les derniers kilomètres. Nous faisons vraiment de la longue distance. Nous transportons donc ces produits comme par exemple un joint pour une centrale nucléaire qui ne peut pas attendre, donc il faut partir à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit pour livrer ce joint. Nous sommes une entreprise qui a 35 ans. Nous avons un management par les valeurs depuis l'origine qui est très profond, qui est très ancré à nous. Ça fait partie de notre ADN. Et quand je parle d'ADN, c'est vraiment notre vrai ADN. C'est qu'au départ, nous étions 2. Aujourd'hui, nous sommes 140. Et c'est vraiment ce que nous portions à l'origine avec mon associé. Et ces valeurs, je ne vais pas vous les citer toutes, bien sûr, ces 5 valeurs, mais il y en a quand même 2 qui sont primordiales. C'est-à-dire qu'on a toujours manager notre entreprise fonction du développement durable et j'avais créé une autre valeur en parallèle qui était le développement sociétal, parce qu'à l'époque, quand on parlait de développement durable, les gens souvent ne savaient pas de quoi on parlait, ou ils disaient l'environnement, mais ils oubliaient l'humain. Donc ça, c'est en nous, c'est ancré, c'est depuis l'origine, et on a toujours développé notre entreprise dans ce sens-là. Par exemple, monsieur, vous parliez de la fresque du climat. Nous, quand on a fait aussi la fresque du climat il y a 3 ans en arrière, eh bien, nos collaborateurs n'ont pas été surpris. Ils savaient, c'est parce que ça fait tellement longtemps qu'on parle de tout ça. Un exemple à nouveau, en 1992, on achetait un véhicule au gaz. Alors, non, je vais reprendre, parce que du coup, mon associé me reprend à chaque fois. C'est pas que nous achetions un véhicule au gaz en 1992, hein, ça fait plus de 30 ans. Nous avions transformé un véhicule thermique en véhicule gaz, parce que nous avions déjà conscience de tout ça. En 2010, c'était les véhicules électriques, 2012, véhicules électriques à pile d'hydrogène, etc. Et ensuite, tous nos véhicules thermiques sont Euro 6 de dernière génération. Tous nos pilotes sont formés à l'éco-driving. Nous avons une personne qui est dédiée 100% de son temps pour accompagner nos pilotes sur leur performance à l'éco-driving. Ça fait 15 ans que nous sommes engagés avec l'ADEME pour réduire nos émissions de CO2, etc. Donc, c'est vraiment ancré dans l'ADN de Setup, dans notre management. C'est très vertueux. Et pour autant, il y a une quinzaine d'années en arrière, je me suis dit, tout ça, ça doit se mesurer. Et nous, on a mis en place l'ISO. Et nos 9 départements travaillent avec les 3 référentiels ISO, 9001, qualité, 14001, environnement, et 45001, santé, sécurité au travail. Et cet outil ISO est vraiment un outil de management intégré, c'est-à-dire que nous pilotons l'entreprise avec ça. Donc, nos 9 départements travaille avec plus de 600 informations documentées qui mesurent en permanence bien, effectivement tout ce que nous faisons pour l'environnement et pour la sécurité de nos collaborateurs. Effectivement, je parle surtout de nos pilotes qui roulent quand même 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Du coup, si je reviens à ta question, Nils, c'était comment, par rapport aux grands groupes, qui sont effectivement nos clients, tout ça se met en place. C'est comment tu articules, encore une fois, tes ambitions, les ambitions des grands groupes, et c'est aussi la transition avec EPE pour la suite, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un cadre réglementaire aussi qui impose un certain nombre de choses, et il y a des engagements volontaires. Donc, voilà. Et c'est aussi la question, on y reviendra après sur le changer le monde, parce qu'il y a quand même une ambition derrière. Donc je commence par le concret. Comment tu articules tout ça dans ta PME? Alors comment nous articulons tout ça? Ce management par les valeurs. Le fait de mesurer avec l'ISO et un autre outil, bien évidemment, qui sont les 17 ODD de développement, les 17 ODD, les 17 objectifs de développement durable, que la majorité d'entre nous connaît et que nous avons reliés avec l'ISO. Ces objectifs de développement durable, on les trouve dans toute l'entreprise. Comment ça se passe avec nos clients grands groupes? J'ai osé dire, on retrouve 3 catégories de clients. Il y a des grands groupes
qui sont avancés sur les questions et qui nous embarquent et qui nous posent des questions et qui sont curieux et qui nous envoient des questionnaires, etc. Il y en a certains qui ne nous en parlent pas. Il y a des grands groupes qui ne nous en parlent pas du tout. Et là, j'osais dire, le système s'inverse puisque c'est nous qui leur en parlons. Alors les grands groupes qui, eux, sont avancés sur la question, qui nous en parlent, il y a une vraie relation, il y a des vrais échanges, des vrais partages. On échange beaucoup par rapport avec les ODD, puisque nous, les ODD, on les retrouve autant dans nos propositions commerciales que dans nos REX, retours d'expérience avec les clients, auxquels on rajoute, bien évidemment, à chaque fois nos indicateurs ISO pour montrer les impacts. Et puis, il y a certains grands groupes, eh bien, c'est nous qui leur en parlons, mais très sincèrement, non, on sent que c'est difficile. Enfin, c'est difficile, ça ne vient pas. Et là où c'est assez paradoxal, c'est que, faisant partie du pacte mondial Réseau France, j'étais au conseil d'administration, j'étais membre du bureau pendant 6 ans, je participe à beaucoup d'ateliers, à beaucoup de groupes de travail, etc. Donc, au sein du pacte mondial Réseau France, je vois les grands groupes, je vois les directeurs RSE des grands groupes, et là, je sais que ça travaille. Et parfois, eh bien, par exemple, effectivement, ce que je peux voir au pacte mondial, pour certains grands groupes, il y a de l'absence. Et puis, il y a les autres il y a ces grands groupes qui avancent, mais c'est pas toujours évident. Ce que tu pointes, c'est l'articulation direction RSE, direction des achats. Effectivement, il peut y avoir parfois une dichotomie entre direction RSE très engagée et les achats qui ont parfois d'autres directives qui sont particulières. Ouais. Alors, ça nous amène sur une transition avec du coup David. Alors, ce qui moi m'intéresse dans le PE, effectivement, c'est que vous avez une vision du coup à 360 sur ces grands groupes. Comment évidemment, ils interagissent avec vous, mais au-delà de l'interaction, c'est-à-dire voilà, un peu sur la question de transition écologique et sociale. Comment ça résonne au sein de PE et qu'est-ce que vous leur dites finalement sur ce sujet-là? Je précise c'est vrai que souvent, et je l'ai dit en introduction, on est en français, on est en silo. Laurence vient de le signaler entre direction RSE et achat qui, dans son exemple, ont parfois du mal à communiquer. Or, les sujets que nous traitons sont globaux. Donc voilà, comment vous abordez ces sujets au sein de PE? Alors, merci Neil pour la question. Elle est extrêmement intéressante puisqu'en fait ça va me permettre de raconter une petite histoire. Donc EPE, effectivement, donc club de grandes entreprises, on a 60 membres, j'en vois quelques-uns derrière, donc comme ça je vous les cite, comme ça vous comprendrez un peu qui on est. Voilà, donc EDF, Crédit Agricole, Schneider Electric, Société Générale, je vois Crédit Mutuel derrière. Voilà, donc ce type de profil de boîte, type 440, grande entreprise, perspective internationale. Quand on regarde ces sujets, et notamment ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est entreprise pour l'environnement. Donc nous, notre point de départ, c'est l'environnement. Quand on regarde ce qui s'est passé dans les dernières années, en fait, c'est extrêmement intéressant. Ce qui a, on va dire, attiré l'attention de tout le monde, c'est l'accord de Paris. 2015, neutralité carbone pour la planète. On a un objectif, on a des outils de mesure qui est la tonne CO2, on l'a pas sur d'autres sujets, donc c'est assez intéressant. On voit qu'on peut piloter ça, qu'il y a des politiques publiques qui se mettent en place. Donc voilà, donc ça donne un cadre. Donc du coup, facile pour les entreprises, on a un cadre, on y va. Donc nous, avec nos membres, on s'est posé la question, ok, du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour la France? Et on a fait un gros travail entre 2016 et 2019 sur ok, la neutralité carbone appliquée à l'échelle de la France, ça veut dire quoi? Donc on a bossé pendant 2 ans, on a sorti ensuite un rapport qui s'appelait ZEN pour zéro émission nette, et on a dit ok, mais effectivement c'est possible, on peut y arriver. Par contre c'est une transformation majeure. Et c'est là que ça devient intéressant parce que quand on regarde les conditions finalement de succès d'atteindre une neutralité carbone, eh ben on va parler évidemment d'abord d'emploi, de transition d'emploi, d'attractivité dans des nouvelles filières. Peut-être juste avant, quand on se rend compte de la difficulté à mettre en œuvre, comment réagissent les directeurs RSE ou directeurs climat justement sur cette transformation? Parce que ce qu'on pointe du doigt, c'est la marche. Oui. Est-ce qu'ils se disent c'est possible, c'est impossible, ou là là, comment je vais convaincre mon COMEX, ou allez banco, on fonce?
on va galérer, mais c'est une opportunité unique pour transformer en profondeur l'entreprise. C'est quoi la réaction de ces 60 directeurs ou directrices face à ce sujet? Parce que on peut croire que c'est facile, que c'est difficile. Enfin, je veux dire, chacun a un peu une perception un peu à soi de ce sujet-là. Donc, comment eux ils réagissent? Ce qui est intéressant, c'est non pas leur réaction, mais comment est-ce qu'ils vont le porter au sein de l'entreprise. Quand on entend, et éventuellement je me fais l'avocat diable, la jeunesse nous dit il n'y a qu'un faucon, il faut transformer, c'est facile, on arrête de prendre l'avion, on arrête de pomper du pétrole et puis le problème est réglé. On entend finalement arrêter. Voilà. L'entreprise, elle dit ok, mais je fais comment en fait? Je fais comment pour me transformer? On n'a pas les réponses. Donc comment ils réagissent à ça? C'est des entreprises, donc pragmatiquement, c'est-à-dire comprendre où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce que ça veut dire, donc des investissements, de la R&D, est-ce qu'il faut changer les marchés sur lesquels on est. Voilà, une entreprise, ça répond à des stimuli. Donc quand on leur dit, voilà comment votre environnement extérieur agit. Donc effectivement, il y a les jeunes, donc c'est les emplois, ça va être les employés de demain, donc ça attire l'attention. Mais si on dit que derrière c'est le marché qui va changer, voilà, tout de suite effectivement ça attire l'attention. Et aujourd'hui, voilà, les directeurs RSE, DD, ils ont cette dimension-là prospective. Le fait de s'être intéressé effectivement à 17 ODD notamment. Ça ouvre un peu les écoutilles, c'est les yeux et les oreilles de l'entreprise, et ça permet de décrire aux entreprises en fait dans quels environnements elles évoluent. Et c'est ça aujourd'hui qu'on voit qui permet de driver beaucoup de changements, parce qu'elles vont avoir du coup l'oreille des directions strat, des directions plus business, puisque voilà, on a besoin de savoir, l'entreprise a besoin de savoir, surtout des grandes entreprises qui sont des paquebots, donc ça veut dire beaucoup d'actions, beaucoup d'impact, mais aussi beaucoup de temps pour tourner. Et elles en sont conscientes. Et donc cette dimension de, on a besoin de savoir ce qui se passe, ce qui va nous tomber dessus, les oblige à anticiper. Et donc ça donne cette dimension très spécifique aux enjeux sociaux, environnementaux, quand ils sont captés comme finalement stimuli extérieurs à l'entreprise. Vous voulez intervenir? Oui, si. Je vais intervenir. Alors, vous posez, est-ce que c'est complexe? C'est hyper complexe. Il faut mesurer qu'on a une grosse complexité. Ce qu'on est en train de vivre, en fait, c'est un Big Bang industriel. Mais toute industrie confondue. Donc c'est super, hyper complexe. Ça ne se fait pas comme ça. Après, je reviens sur ce qui a été dit aussi, sur les choses qui font bouger les lignes. En fait, ici, on n'est que des gens convaincus. Donc c'est super. Vous avez segmenté vos clients en disant il y a un tiers des entreprises, un tiers. Moi, ce qui m'a intéressé sur les dernières années, il y a deux choses, en fait, deux facteurs qui ont fait bouger les lignes. Et moi, je suis très content quand ça bouge comme ça. Un, le mur de l'énergie, le coût de l'énergie. Le coût de l'énergie a explosé. Donc mes clients, où je leur parlais de décarbonation, après j'ai changé mon discours. Je disais aux équipes, changez le discours. Parlez pas de décarbonation. Parlez, nous, on a des solutions pour vous faire des économies en termes d'énergie. Ne vous inquiétez pas, ça va permettre de décarboner derrière. Pragmatique. Une pierre deux coups. La deuxième chose qui a changé aussi en même temps, c'est parallèle, on ne parle pas beaucoup de l'eau, mais voilà, on a un problème en fait sur l'eau. Donc là aussi, les clients industriels sont chassés par l'Adréal pour réduire leur consommation d'eau. Donc nous, on a des solutions très bien. La deuxième chose, vous l'avez cité, on a des pénuries de ressources et de main-d'œuvre. Donc les boîtes, on est aussi pragmatique, on n'arrive pas à recruter. Et quand on parle des parties prenantes, il faut qu'on attire aussi. Il y a pas mal de jeunes aujourd'hui, j'ai vu dans toute la journée. Là, on s'adresse aussi à eux sur les difficultés. Parce que je dis, et il n'y a aucun jugement, mais on a tous été jeunes, donc moi le premier. Mais effectivement, le temps long de l'entreprise, il est parfois compliqué à comprendre. C'est compliqué. Mais au moins, quand on montre qu'on est dans l'action, à la fois on donne du sens et on montre qu'on fait des choses, je dirais, concrètes et au quotidien. On pourra revenir sur le sens après, si vous voulez. Ouais, voilà. Donc le deuxième aspect, c'est ça. C'est, je dirais, le deuxième aspect qui pousse les entreprises aussi à bouger, c'est de se dire, je vais prendre un exemple, mais Total s'appelle Total Énergie et a changé complètement, je dirais aussi, sa communication, son action. On aime ou on n'aime pas. Mais je dirais, un des objectifs, c'était aussi de pouvoir continuer à recruter en fait, dans les écoles d'ingénieurs. Si vous ne faites pas, vous ne recrutez plus. Et à un moment donné, si vous n'avez pas de ressources, vous ne faites rien du tout. Une entreprise, avant tout, c'est des femmes et des hommes qui la font bouger au quotidien.
Alors je reviens à l'humain justement avec vous, David. Voilà, on était en train d'aborder l'articulation transition écologique et sociale, ce qui est aussi la question de la transition juste. On ne l'a pas abordé en tant que tel, mais c'est ce que ça veut dire. Hein. Et donc voilà, EPE, vos 60 directeurs, on fait comment? Alors on fait comment? Alors quand on se rend compte effectivement, quand on a compris ce qui vient d'être dit, c'est que c'est une transformation économique, industrielle majeure, derrière ça veut dire que finalement en fait, ça va être une transformation sociétale. En fait c'est ça qui est intéressant de se dire, c'est on a même avec un point de vue, un point de départ qui est environnement, donc carbone en l'occurrence, on rend compte finalement en fait les implications elles sont sociétales et sont économiques, donc faut agir dessus. Donc ça oblige l'entreprise à aller sur des nouveaux terrains où elle n'était pas forcément avant, où on n'était pas forcément à l'aise. Pareil pour nous, on s'appelle Entreprise pour l'environnement et on commence à parler de sujets sociaux alors que ce n'était pas forcément notre vocation. Donc ça, faut d'abord en être conscient, se dire que c'est une transition importante, donc elle ne se fera pas s'il n'y a pas de cohésion sociale, parce que faire une transfo, ça suppose qu'on soit capable de le faire ensemble. Donc ça ouvre la porte également au sujet des inégalités. S'il y a trop d'inégalités, on peut pas, l'entreprise ne va pas pouvoir se transformer. Donc ça permet de relier ces sujets et non pas de dire effectivement c'est 17 sujets qu'on prend un par un. Non, il y a une connexion entre eux et c'est des sujets du coup métiers qui vont être structurants, qui vont être stratégiques. Donc il y a des choses qui sont évidentes, effectivement, on parle des conditions de travail, etc. Et ensuite des choses où on va être un peu plus, qui obligent de prendre un peu plus de hauteur, notamment c'est quoi les produits que je mets sur le marché, à qui ils sont destinés, quelle plus-value ils vont apporter. Donc ça veut dire où est-ce qu'il faut que j'oriente mes efforts de R&D, vers quel sujet. On parle notamment du sujet des ressources humaines, également des ressources naturelles. On va avoir des problèmes d'appro, on va avoir des problèmes de disponibilité, de partage, d'allocation. Donc ça veut dire derrière on a des idées de décroissance matérielle. Donc là-dessus, comment je vais changer mes business models pour pouvoir répondre aux besoins des clients, aux besoins des individus. Donc en fait ça oblige à repenser à qu'est-ce que je fais et pour qui. Et là on voit tout de suite qu'on est dans des sujets sociétaux, mais parce que c'est la façon, c'est cette contrainte environnementale qu'on peut dire les limites planétaires au sens large qui oblige à repenser le modèle d'affaires et du coup la finalité de l'entreprise et de ses produits. Laurence, là on aborde aussi donc la question de transformation et tu l'as abordé tout à l'heure sur la question des ODD. Souvent c'est vrai que les ODD sont perçus comme un truc technocratique ou qui relève des États et pourtant les ODD sont aussi, on vient de le voir, applicables dans l'entreprise. Quel conseil, toi, tu pourrais donner sur ce que vient de dire aussi David, sur finalement une mise en œuvre concrète des ODD dans l'entreprise, puisque les ODD, on a des ODD dits sociaux, pas de faim, pas de pauvreté, l'éducation, on a des ODD liés à l'emploi en particulier, ou aussi ville et communautés durables, et puis on a évidemment l'ODD 13 sur le changement climatique, la vie aquatique, etc. Et effectivement, souvent l'entreprise, elle est plutôt confortable dans les ODD dans lesquels elle s'y retrouve, l'emploi, le développement durable, lapsus, le réchauffement climatique, pardon, voire l'ODD 17, ça a été abordé avec les parties prenantes. Et pourtant, les ODD, c'est bien plus que ça, puisque c'est 17 ODD qui sont interdépendants. Et donc, voilà, comment une entreprise, elle peut ou elle doit s'approprier cet objet un peu, je dirais, non identifié. Et comment, surtout, au-delà de ça, elle l'articule avec sa démarche de développement durable et de RSE. Alors, si je prends l'exemple Setup, moi, quand j'ai découvert les ODD, bon, je les ai là dans la main, effectivement, j'ai pris cette carte et je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Je rappelle que derrière les 17 ODD, il y a 169 cibles aussi. Il ne faut pas les oublier. Et nous, chez Setup, nous avons aussi travaillé sur les 169 cibles. Alors, à l'origine, avant même de découvrir les 169 cibles, moi, j'ai réfléchi très simplement par rapport aux ODD. La première ODD, pas de pauvreté. Sur notre cœur de métier, alors je suis obligée de le dire, ça me charrie toujours de le dire, mais nous avons une concurrence déloyale très très forte qui nous vient des pays de l'Est. Comme je vous l'ai dit, nous avons la plus grosse flotte sur le territoire national avec nos propres véhicules. Donc nous créons des emplois sur les territoires. Je me suis simplement dit, eh bien regarde, tu crées des emplois sur les territoires, sur tous les territoires de France, donc quelque part tu luttes contre la pauvreté.
Nous aidons, par exemple, une ONG aussi à Madagascar pour scolariser les jeunes filles jusqu'à l'âge de 18 ans, etc. On lutte contre la pauvreté. Mais le fait de créer des emplois en France, je me suis dit, je coche la case. Et j'ai descendu les ODD comme ça, tous les uns après les autres, très tranquillement. Et je me suis dit, mais finalement, nous, chez Setup, on répond à chacun des ODD. Alors, très sincèrement, un jour, en conseil d'administration, au sein du pacte mondial, auprès des grands groupes, je m'en suis exprimée parce que je voyais qu'ils prenaient quelques ODD et pas tous. Et je leur ai dit, bah, écoutez, moi, dirigeante de PME, voilà, j'ai cette vision-là. Peut-être que je suis dans le faux. Et là, quand même, j'ai eu une sacrée surprise parce que plusieurs directeurs de RSE, pardon, m'ont dit, bah non, Laurence, c'est vrai, tu as une vision qui est intéressante et dont on devrait s'en inspirer. Alors, en toute modestie, ça m'a fait plaisir d'entendre ça. Et pour moi, les ODD, il y a certaines ODD qui correspondent vraiment à notre cœur de métier. Il y a certaines ODD qui en découlent. Et puis, il y a d'autres ODD, simplement, comme vous le disiez tout à l'heure, le fait de supprimer les gobelets en plastique, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est quand même énorme, parce que nous aussi, on a eu le problème des gobelets en plastique. Et bien un jour, de la même façon que vous, j'ai pris la décision d'arrêter tous ces gobelets en plastique, même si on les donnait à Élise pour que ce soit transformé, etc., avec les emplois d'handicapés derrière, etc. J'ai dit, il faut supprimer ces gobelets en plastique. Et là, c'est le pacte mondial qui m'a dit, eh bien, tu vois, simplement de faire ça, tu réponds à l'ODD 14. Alors, ok, c'est la vie aquatique, etc. Ça peut paraître peut-être une goutte d'eau, mais c'est quand même une petite goutte d'eau. Si tous ont fait ça, eh bien, ces gouttes d'eau font après des rivières et même des fleuves. Et nous, chez Setup, du coup, ces ODD, comme je le disais, tous nos collaborateurs sont sensibilisés aux ODD. Tous nos collaborateurs travaillent avec l'ISO et l'ISO donc sont reliés aux ODD. Nous, les ODD, on les retrouve dans les contrats de travail, on les retrouve dans les fiches de poste, on les retrouve dans les accords d'entreprise, on les utilise partout, en permanence, et ça embarque le collectif parce que c'est une lecture commune de tous. Et quand j'ai une lecture commune de tous, c'est autant en interne que inter-entreprise, parce que même avec nos clients, lorsque nous apportons les ODD et qu'on leur montre ce que nous avons fait avec les ODD et les missions qu'ils nous ont données, quels ont été les impacts sur les ODD par rapport aux missions données par nos clients, combien est-ce qu'on a créé d'emplois en équivalent temps plein par rapport au nombre de missions qui nous ont été confiées, combien est-ce qu'on a émis de CO2 ou émis moins de CO2, etc. Donc oui, c'est un langage commun qui est très utile. Et c'est vrai qu'il y en a certains qui disent que c'est un langage mondial. Bon, ben oui, l'autre jour, moi, j'ai rencontré des dames de Mauritanie qui voulaient, lors d'une soirée comme celle-ci, c'était une soirée au barreau de Grenoble, et elles voulaient absolument me parler, et elles étaient avocates en Mauritanie, et elles m'ont dit, nous aussi, nous utilisons les ODD dans le cadre sur notamment les ODD, l'ODD numéro 5, puisqu'elles accompagnaient les femmes qui divorcent en Mauritanie, etc. Enfin, c'était extrêmement intéressant. Et c'est là où je pense qu'avec les ODD, effectivement, on peut faire de grandes choses parce qu'on se comprend. On se comprend et on ne reste pas uniquement que sur cette vision achat, rentabilité, voilà, ça va au-delà et ça met tout le monde d'accord. Merci Laurence. Alors, Marie-Hélène, on a exposé les ODD, puis alors, il y a une mise en œuvre, mais les ODD, c'est d'abord un agenda de transformation. C'est un agenda de transformation sociale et environnementale, si je dois le résumer. Donc finalement, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que l'entreprise est politique ? L'entreprise est politique. Puisqu'on parle de transformation sociétale, de changer les hommes, les femmes, les organisations. Je pense que non seulement elle est politique, dans le sens du politique, mais elle l'est de plus en plus. C'est mon avis personnel. On voit tous partout que les politiques ont du mal à réagir. Tu le disais tout à l'heure, 197 pays, des cultures différentes. Je ne vais pas refaire ton introduction. Moi, je pense que l'entreprise est politique et qu'elle doit s'occuper énormément de toutes ces questions-là, parce que les répercussions, elles sont sur l'entreprise aussi. Et vous parliez beaucoup des deux, économique et social. Moi, je ne connais pas de social sans économique, et je pense que personne n'a trouvé la solution. Ça fait peut-être vieille génération de dire ça, mais je suis persuadé quand même que même s'il faut se transformer, etc., les deux sont intimement liés. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais bien sûr que pour moi, l'entreprise est politique. J'avais autre chose à dire avant, si tu permets. Tu me connais. Tu es chez toi, donc. Puis je ne suis pas toujours domptable. Je voulais dire, parce qu'il y a quand même un parterre intéressant aujourd'hui.
Jean-Pierre Letard parlait hier de zoom et de dézoom. Alors quand on zoome, Réseau Alliance, c'est très territoire. Je voulais quand même vous dire qu'au niveau de CSR Europe, vous avez hier l'Ukrainienne, on est la seule association territoriale régionale représentée à CSR Europe. C'est-à-dire que tous les pays ont une plateforme RSE, il y en a une à Paris, il y en a une dans toutes les capitales. En Europe, en France, la seule association représentée, c'est Réseau Alliance. Merci aux fondateurs, parce qu'au bout de 30 ans, voilà le résultat. Pourquoi je vous dis ça? C'est que, je fais un petit coup de pub, s'il y a ici des entreprises non adhérentes, je vous invite vraiment à nous rejoindre. Parce que c'est quand même important d'avoir cet aspect territorial, et on le voit, je sais que tu vas me poser la question. Et la deuxième chose, je voulais te remercier non seulement d'être là, mais de nous avoir associés à l'évaluation des ODD, qui a eu lieu il y a quelques mois. Indilia était présente, et pour une fois que dans ce pays, ça ne se passe pas qu'à Paris, et qu'on demande à une association territoriale de venir donner son avis sur l'état d'avancement des ODD, à la fois merci, et tu nous as envoyé le rapport final où une ou deux choses ont été retenues. Ça met un message positif. On essaie d'être positif ce soir. Ça mérite des applaudissements. Et je reviendrai après vers toi. David, j'ai envie de vous poser une question, mais un peu différemment. C'est vrai que, alors je vais l'employer un peu, c'est pas la même chose, mais quand on parle de RSE, de ESG, développement durable, on va parler de durabilité. Il y a l'approche de l'entreprise de faire de la compliance ou du tick the box. C'est pas la même chose, mais... Et puis il y a l'approche très volontariste, qui est celle des ODD pour le coup, et on sent bien parfois la contradiction, ou en tout cas la dissonance, de se dire finalement on fait que de la compliance, et l'Europe étant à court terme finalement avec des standards très élevés, pourquoi des engagements volontaires? D'où ma question sur le politique, avec en plus la difficulté, on voit avec l'entreprise Disney aujourd'hui, qui a été très avant-gardiste sur un certain nombre de sujets, et qui aujourd'hui se prend un effet boomerang. Alors je ne sais pas si c'est justifié ou pas, c'est pas le sujet, mais se prend un effet boomerang d'une violence inouïe en disant finalement tout ça on s'en fout, ce qui compte c'est le business, quoi. Et donc comment en France, encore une fois sous le prisme EPE, se traduit cette distorsion entre réglementaire et engagement volontaire sur des sujets qui sont complexes? Et l'environnement, parce que là on parle du changement climatique, mais il y a aussi la biodiversité, on a parlé des océans, enfin on l'a fait courte là, mais les sujets sont d'une complexité inouïe, puis EPE en traite beaucoup en plus. Ouais. Les deux en fait sont très liés. Nous chez EPE, on est entre guillemets un club de bonnes pratiques, donc on n'est pas actif sur le réglementaire. En revanche, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est les bonnes pratiques, le volontaire, qui va préfigurer le plus souvent ou encourager l'action des pouvoirs publics. Parce que faire passer une loi, si on a un terreau qui est prêt, s'il y a des entreprises qui ont déjà fait des expérimentations, qui sont déjà allées regarder ce que ça veut dire, c'est quoi les barrières, du coup ça va être, d'une part, ça va être beaucoup plus efficace, et surtout ça va éviter un backlash quand il y a une proposition. Donc clairement, il y a une forte synergie. Il y a un deuxième point, c'est qu'il y a certains sujets en émergence qui sont compliqués, complexes. on l'a dit beaucoup de fois cette fois. Et donc, parfois, ça suppose d'avoir un truc cadré, en fait, de faire de la réglementation. Donc, sur certains sujets, même ce qu'on a vu, ce qui est intéressant depuis 3-4 ans, c'est on voit que c'est les pouvoirs publics qui demandent aux entreprises, en fait, de prendre des engagements volontaires. Même parfois, c'est des engagements volontaires obligatoires. Parfois, c'est des engagements volontaires. S'il n'y en a pas, il y a une sanction. S'il n'y en a pas, il y a une loi. On l'a vu c'est un peu la philosophie derrière les engagements publicitaires dans le domaine de la publicité, où les entreprises vont être évaluées là-dessus. Si c'est jugé insuffisant, l'État va réglementer. Donc c'est assez intéressant comme dynamique. Il y a la même chose sur les engagements plastiques volontaires. Voilà, mettez sur la table, et puis en fonction de ce que les entreprises mettent, on va évaluer. Nous chez EPE, on l'a aussi fait sur la biodiversité, parce que c'est un sujet extrêmement complexe. À l'inverse de la tonne CO2, il n'y a pas d'indicateur pour piloter la biodiversité, parce que c'est local, parce que c'est complexe, encore une fois. Et donc, avoir des engagements volontaires sur ce sujet, c'est une bonne manière justement de pouvoir adresser cette complexité, parce que ça permet du coup où chacun va regarder ce qui lui est matériel,
en discuter avec ces parties prenantes qui vont le challenger. Donc ça, c'est un dispositif qu'on a mis en place qui s'appelle Act for Nature, où les engagements des entreprises en fait sont validés par des parties prenantes externes. Donc ce qui permet justement de passer au-delà d'un aspect très normé, parce que sur certains sujets, c'est pas possible. Donc on voit bien que voilà, l'aspect volontaire permet d'aller très loin. Et c'est surtout pas mon propos pour finir de dire qu'il faut pas en plus du contraignant. Il faut du contraignant, notamment dans des périodes de transformation, parce que la réglementation, ça donne un cap, ça donne une direction. On a la chance en Europe d'avoir le pacte vert qui nous a donné cette direction. De dire oui, tout n'est pas parfait tout le temps. Mais ne rien faire, ça serait pire que l'immobilisme, ça serait reculer et se faire rattraper par tous les défis qui aujourd'hui progressent. Donc en fait, la transition écologique, on va en dire, c'est courir pour rester où on est aujourd'hui. Parce qu'on est sur une pente où on est en train de tomber en arrière. Donc il y a besoin de faire beaucoup, et la réglementation permet de donner une direction aux entreprises, donner une certaine sécurité pour leur investissement. Un exemple très intéressant, le mois dernier, quand Rishi Sunak, donc au Royaume-Uni, a commencé à faire des sous-entendus comme quoi il allait baisser les standards et les plans dans le domaine de la transition automobile, les premiers à réagir, ça a été les constructeurs qui ont dit non. Ça fait des années que nous, on a commencé à faire des investissements industriels massifs pour produire des véhicules électriques. C'est pas le moment de changer la direction. Donc et ça a été permis parce qu'il y a des feuilles de route, des directions très claires qui ont été données. Merci. Jean-Jérôme, je l'ai dit, donc votre groupe il est très international. On parle beaucoup de changer le monde, mais changer le monde, c'est aussi très lié aux valeurs. Et les valeurs, elles sont très personnelles. Et donc c'est intéressant, nous on défend la vision, malgré tout, on a beau être international, on défend toujours la vision de son pays ou de son continent, donc ce qu'on vient de dire ce soir, on défend quand même des valeurs très européennes ou en tout cas occidentales. Comment vos collègues de Chine et d'États-Unis réagissent, parce qu'on a tout le débat sur la simple et la double matérialité, le rôle du capital, voilà. Comment finalement, face à tous ces efforts d'une boîte suédoise qui est intimement convaincue de ce qu'elle fait, vos collègues américains et chinois réagissent pour changer le monde? Parce qu'on parle de changer le monde, et est-ce qu'ils partagent cette vision du monde? Je vais vous dire oui. Je vais vous dire oui. Après, on revient à l'aspect réglementaire et local qui, des fois, n'est pas le même. Donc, je dirais qu'il y a deux aspects pour moi. Il y a l'aspect en fait interne et externe. L'aspect interne, en fait, pour nous, c'est voilà, le groupe a décidé, donc on y va. Voilà, on suit, après ce que je vous disais, chaque pays va faire en fait l'implémentation. Après, on peut avoir des marchés qui répondent d'une manière différente. Moi, j'ai la responsabilité de la France, mais aussi de 26 pays en Afrique. Donc voilà, le continent africain, mais on amène des choses en Afrique aussi, je dirais très spécifiques en fait. À la fois sur des développements en fait de secteurs. Je vais vous donner juste un exemple, mais voilà, on a des clients qui aujourd'hui récupèrent en fait, font du jus de fruits, récupèrent en fait la pulpe de fruits, ont monté une entreprise très spécifique où ils vont élever des mouches, ils vont faire en fait de la larve d'insectes. On a quelques entreprises dans le nord de la France qui font ça aussi, mais vous avez une entreprise au Ghana qui fait ça aussi, et qui vont transformer ça pour faire de la nourriture en fait pour des élevages de poissons qui vont être transformés localement. Donc vous avez toute une filière qui se développe. Donc c'est un moyen en fait aussi de répondre à ça. Donc quand vous avez en fait cette solution-là qui est sur le marché, je veux dire cette volonté-là en fait sur le marché, vous pouvez y répondre. Donc après c'est des questions d'échelle en fait, je dirais. Typiquement sur l'Afrique c'est intéressant parce que la perception hors Union européenne, c'est on se barricade sur encore une fois la perception, vous mettez la barre très haut, c'est inaccessible, et comment nous entreprises, pas qu'en Afrique, on y accède. Comment ils réagissent aussi à toutes ces à changer le monde, et je vais être un peu provoque, enfin, je veux dire, les Occidentaux ont quand même beaucoup contribué à détruire le monde, on ne va pas polémiquer, mais c'est aussi un fait dans l'histoire industrielle de la planète. Ils en subissent beaucoup les conséquences, et on leur dit, la fête est finie, donc maintenant on va décarboner, et puis hop, voilà, passe à autre chose. Donc comment ils réagissent par rapport à ça, par rapport aussi à leurs besoins, et leur vision du monde, qui est par définition sans doute un peu différente de la nôtre? Je ne peux pas parler de l'Afrique en général. Non, mais de vos clients... Ça serait trop vaste. Non, bien sûr. Par contre, je vais vous parler du Maroc. Voilà, le Maroc, en fait, est très pragmatique dans son approche. Le Maroc a une stratégie depuis plusieurs années, en fait, de décarbonation de son industrie.
qui n'est pas lié au fait, en fait de décarboner son industrie pour des contraintes en fait, locales, environnementales. C'est juste une chose, c'est se donner l'opportunité d'exporter en Europe. Voilà, ils sont à 14 km de l'Europe, c'est à côté, ils ont une puissance industrielle qui est assez intéressante. Donc derrière, ils ont cette stratégie-là. Donc là, il y a un enjeu derrière. Je pense que les autres pays d'Afrique, plus l'Afrique de l'Ouest, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que là, on est sur des enjeux plutôt de survie en fait, sur la population et de développement avec toutes les contraintes qu'on a derrière, de corruption et voilà, d'argent qui s'envole et ainsi de suite. Ça dépend de quel pays, mais en tout cas dans le seul visiblement où vous êtes implanté, voilà. Il y en a beaucoup. Marie-Hélène, non pas le mot de la fin, mais toi tu as quand même vu depuis 2 jours, entendu les bruits de couloir, les tables rondes, les confidences. On parle beaucoup de se transformer. Je crois que le maître mot c'est transformation et complexité. Comment tu appréhendes un peu tout ça et l'avenir finalement? On a parlé beaucoup de la jeunesse qui est à juste titre inquiète. On a vu aussi tout à l'heure des enfants aussi se préoccuper de ces sujets-là. Voilà, finalement, quel message tu as envie de nous faire passer après ces 2 jours, au-delà de cette table ronde, pour l'avenir, à court terme, on ne définira pas le court terme, mais en tout cas pour les prochaines années? Ça va être difficile, parce que je ne vous cache pas, je commence à être fatigué. Moi, je suis très contente de cette année. Je suis toujours contente, je suis une nature optimiste. Mais alors, le World Forum de cette année, il a montré, de mon point de vue, 2 choses, et c'est tous les retours qu'on a eus. Ça bouge, ça bouge, ça bouge vraiment. Et c'est pas qu'une question de jeunes. Oui, les jeunes bougent, on l'a vu chez les enfants. Quand tu es arrivé, les enfants venaient de répondre aux ODD. Et moi, ça me met... C'est super, je trouve, quand un gamin de 10 ans sait ce que c'est les ODD. Et ce qui était intéressant, c'est ta réaction, si je peux me permettre. Tu m'as dit en sortant, tu m'as donné un piège parce que toi, tu vas à New York à l'ONU et là, je te mène devant 40 gamins. Eh ben, c'est pas si facile, mais t'as vu les gamins? Il y en a un qui m'a dit en sortant, waouh, il va à New York. Donc j'ai oublié de lui répondre, il y va en avion, c'est ça, pas faut pas dire. Faut pas dire. Mais c'est important de leur montrer. Je trouve que je reviens à l'idée de Jean-Pierre. Je vous rassure, j'ai plus de carrière à faire. C'est pas du tout du faillotage. Le zoom des gamins ici, face à quelqu'un qui vient leur parler de l'ONU, moi je pense que c'est un message très positif pour les gosses de dire il y a plein de pays qui sont en train de réfléchir ensemble. C'est le premier message. Moi je trouve qu'on a eu ici un brassage depuis 2 jours assez exceptionnel et beaucoup de gens, ils sont dans la salle, beaucoup de nos administrateurs. Philippe Rémillon me disait, tu sais c'est super parce qu'on a eu des moments d'émotion, des moments d'intense réflexion, hein, c'était du high level avec certains. Et voilà, il y avait un rythme comme ça avec une chanteuse qui nous a apporté un peu de poésie, avec une très belle voix. Ça, c'est le premier message. La deuxième chose que j'ai beaucoup entendue, et vous venez de le dire, la complexité. Vous savez, le petit badge, il est terrible parce que quand on va chez lui, il la tourne la roue. Et ce qui est compliqué, c'est que dès qu'on touche à quelque chose, ce que tu as expliqué aux enfants sur les écoles était passionnant. Et c'est ça la complexité, c'est qu'on est en train de toucher une roue extrêmement complexe. Mais moi, je suis encore optimiste et je vais vous dire un truc. Je ne suis ni ingénieur ni énarque. Mais je trouve que dans une France très administrée, redécouvrir le monde de l'ingénieur dans ce pays qui avait du génie, je ne vais pas vous dire tout ce qu'on a inventé, je trouve que c'est un effet positif de tout ça. Il faut trouver du positif. Et je l'ai beaucoup senti. On a eu du très haut niveau ici, technique, technologique. Le jeune entrepreneur sur l'IA nous a fait du bien. Moi, il m'a dit, mais non, ce n'est pas la machine qui va vous gérer. Ça rassure quand même. Hein. Enfin, moi, ça me rassure. Et j'ai trouvé qu'il y avait cette globalité qui était abordée. Et le troisième message, c'est qu'on avait décidé de faire 2 jours, plutôt le climat la première journée, plutôt le climat la deuxième. Et je ne sais pas ce qu'en pensent les gens qui étaient en plénière. La plénière avait lieu à la fin de la journée climat et elle a très vite dérivé sociétale avec cette jeune fille du bassin minier. Si on lui montrait la carte du monde, vous savez, avec la lumière où on voit où sont les populations, elle n'apparaîtrait pas sur la carte. Là, elle était là, face à des grands. Et je trouve que d'avoir senti que du climat on passait au sociétal, eh ben on ne peut pas séparer les deux. Et ça prouve bien que les deux doivent se faire en même temps. Troisième message, il est plus pessimiste. Il y a urgence, urgence. Et je suis convaincu que c'est dans la coopération, dans tout le monde ensemble qu'on va y arriver. Et notamment si les entreprises bougent. Tout le reste est beaucoup plus compliqué en termes de rythme. Mais vraiment, vous savez, quand il y a urgence, on l'a vu avec la dame ukrainienne, quand il y a crise et il y a urgence, les gens, ils oublient plein de choses et je crois qu'on peut y aller. C'est vraiment, je l'ai ressenti. On peut t'applaudir. Et comme tu invites à collaborer, c'est le moment des questions.
voilà, pour que vous puissiez poser vos questions à nos intervenants, présents ou présentiels. Je pense qu'il y a un micro qui va circuler. Nous, on est sous les spotlights, donc on a du mal à vous voir. Voilà. Est-ce que, et par rapport, alors pour nos intervenants, je ne sais pas si Marie-Hélène, tu as envie de répondre aux 2 jours, parce que voilà, tu es peut-être un peu tu as droit au repos après ces 2 jours. Mais par rapport à ces questions, je vois une main là qui se lève. Pour le coup, attendez, voilà, hop. Levez-vous comme ça. Bonjour, je suis étudiant à l'EDEC avec certains de nos camarades ici. Et ma question c'était la suivante, et je voulais rebondir sur ce que vous avez fini par conclure, et une question que je voulais vous poser, c'est les challenges de la collaboration dans le futur. On a eu beaucoup d'informations très intéressantes sur comment on a réussi à nous faire un impact, comment nous on a réussi à décarboniser, beaucoup d'objectifs sur soi-même et pas assez sur la collaboration. Donc je voulais savoir quels étaient les challenges de la collaboration pour justement ne pas laisser des acteurs derrière qui ont peut-être moins les moyens d'avoir un impact et de pouvoir changer efficacement sur leur futur. J'élargirai votre question à notre panel sur le rôle de la société civile, et les jeunes en font partie, mais aussi des parties prenantes externes. On l'a abordé, mais sans forcément rentrer dedans, et effectivement, et je pense que c'est important d'insister sur ce point, que ce soit l'accord de Paris ou l'agenda 2030, ce sont les 2 premiers accords internationaux qui reconnaissent pleinement le rôle du secteur privé et de la société civile. Les accords internationaux, c'est souvent l'État qui a la responsabilité de le mettre en œuvre, et après l'État demande ou pas aux acteurs de son pays de le mettre en œuvre. Là, c'est différent, et on est dans une approche très horizontale qui change énormément la façon de procéder et qui sans doute nous déstabilise aussi, nous Français, tu l'as dit, dans une économie très administrée où on a peut-être parfois du mal à ce que les acteurs se prennent eux-mêmes en charge. Je vais peut-être prendre une deuxième question. Est-ce qu'il y a... Oui, bah allez-y. Ah, bonjour. Levez-vous comme ça. Pardon. Alors, je viens aussi de EDEC. J'avais une question pour Alpha Laval. Est-ce que vous pouvez nous dire comment l'initiative de décarboniser vos opérations a eu un impact positif sur la performance de votre compagnie? Alors, on va parler business d'abord, performance, et après, on va répondre aux enjeux de collaboration. Je vais faire la réponse en 2 sens, en fait. La performance, elle est liée pour moi aux hommes et aux femmes qui constituent l'entreprise. Et nous, on mesure en fait quelque chose qui est assez classique, c'est l'engagement. Et en fait, on a un taux d'engagement qui augmente d'année après année. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ce sujet-là. Mais je pense que ce sujet-là, en fait, il donne du sens aussi aux collaborateurs qui rentrent dans l'entreprise. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point après, quand je dis qu'on a un Big Bang industriel, bon, pour nous, voilà, on a en face de nous, en fait, on donne des solutions, on a des solutions techniques pour pouvoir répondre. Donc automatiquement, ben, c'est clair que oui, automatiquement, ça nous ouvre des marchés. Et allez, on faisait 4 milliards et demi d'euros de chiffre d'affaires. On est plutôt sur un trend à 7 milliards et on vise à 2030 d'être à 10 milliards d'euros. Donc voilà, il y a ce qui arrive là, il y a de la performance, je dirais, financière, mais qui permet bah aussi d'engager plus de personnes dans cette aventure-là. Alors, sur l'enjeu de la collaboration, alors, si Laurence, tu veux intervenir, lève la main, nous on te voit. Mais voilà, lequel de vous veut réagir à l'enjeu de la collaboration? Vas-y. Donc, ouais, merci pour avoir mentionné ce point, parce qu'effectivement, il est essentiel. On se rend compte qu'on est en face d'une transformation énorme et que du coup, en général, c'est chacun peut faire une petite part. On a ce qu'on va appeler voilà, un domaine qu'on va contrôler qui est petit. Et par contre, il y a plein de choses qui vont nous influencer sur lesquelles on n'a pas le contrôle direct. On peut prendre le cas typiquement voilà, dans les boîtes, c'est les secteurs des achats qui est 90% de l'empreinte carbone et sur lequel on va pas contrôler directement. Donc pour les boîtes, c'est un énorme enjeu de pouvoir collaborer avec ses sous-traitants. Donc c'est à la fois leur donner des outils, leur donner des incentives et intégrer ça dans les processus d'appel d'offres, dans les processus juridiques, comptables, pour pouvoir le valoriser.
Et un deuxième point que je voulais mentionner, voilà, au-delà de cet aspect, on va dire, très business, il y a le sujet de pouvoir naviguer. On a beaucoup parlé de complexité. Pour naviguer la complexité, la collaboration, c'est essentiel. Une boîte n'a pas toutes les compétences, toute la possibilité de sentir ce qui se passe dans son écosystème, dans son territoire, et nous on le voit avec notre prisme du coup associatif. Il y a de plus en plus d'instances de dialogue qui se mettent en place, des comités parties prenantes. Il y a Veolia qui a quelque chose qui s'appelle le comité en anglais c'est Critical Friends, c'est aussi explicite, et auquel ils peuvent soumettre des problèmes en fait, et pour avoir une réponse un peu structurée de la société civile. Et ça permet de s'orienter dans cette complexité. Il y a d'autres instances, par exemple le mouvement des étudiants pour un réveil écologique. Nous, on avait organisé des rencontres entre ces étudiants et des patrons du 440. Ça avait été génial. Puisque c'est ça permet d'ouvrir des chakras, de voir une autre perspective sur des sujets. Aujourd'hui, on voit quelque chose qui marche énormément bien dans les boîtes, c'est tous les collectifs de salariés engagés, où on pourrait dire c'est encore des affaires de fourmis, mais c'est en train de faire mentalement faire passer des barrières mentales chez les dirigeants sur effectivement la société évolue et nous il y a quelque chose à faire. Donc on sent qu'aujourd'hui avoir une stratégie qu'on décide tout seul dans son coin et y aller à fond, c'est très compliqué. Et c'est pas forcément le meilleur choix tactique. Donc cet aspect de collaboration devient de plus en plus essentiel. Et avoir cette capacité d'informer et de se former via les autres devient vraiment un asset stratégique pour beaucoup d'activités. Laurent, j'ai envie de te poser la question là aussi élargie. Comment on collabore entre PME sur un territoire, par exemple? Est-ce que vous le faites à Grenoble ou est-ce que finalement chaque PME est un peu dans son couloir de nage vu ses enjeux et ses difficultés? Parce que Grenoble est comme un territoire, comme Lille, mais il se trouve que tu es à Grenoble avec quand même une dynamique économique forte. À nouveau, on retrouve le même schéma. Il y a les PME qui sont engagées, les PME et des ETI aussi, qui sont extrêmement engagés. C'est vrai que Grenoble, c'est un territoire qui bouge beaucoup par rapport à ces questions. Et puis, il y a d'autres PME. Moi, j'ai toujours tendance à dire il y a les PME qui sont avancées, les PME qui sont intéressées et qui ont besoin d'être accompagnées, et puis il y a des PME qui rejettent ou qui n'ont pas encore entendu parler. Mais on a vraiment ces trois catégories. Et c'est pour ça qu'il y a un énorme travail à faire, en fait. Surtout qu'il y a CSRD qui arrive derrière. Enfin, je veux dire, en cascade, les PME, elles seront automatiquement aussi impactées. Alors, il y a toute cette question aussi d'accompagner nos fournisseurs. Parce qu'il y a un point intéressant sur Grenoble. Vous avez une présidente du MEDEF et un MEDEF qui est hyper engagé. Vous avez les acteurs économiques régionaux, des collectivités qui sont... Enfin, il se passe quand même quelque chose de fort chez vous. C'est-à-dire que quand vous avez une société civile aussi qui bouge, donc qu'est-ce que ça génère sur ton territoire? On parlait de collaboration, c'est intéressant. C'est-à-dire que comment on fait sur une problématique donnée tous ensemble? C'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas parce qu'il y a une dynamique que automatiquement, par exemple, quand on parle de partenariat, peut-être entre fournisseurs et clients, que c'est aussi simple que ça. Non, parce que je crois qu'encore il y a aujourd'hui ce fameux prisme. En tout cas, moi, quand je vois par rapport à mon entreprise, au cœur de métier, le secteur sur lequel on est, où il y a toujours quand même cette question de moins 10 ans et de mieux 10 ans. Donc, qu'est-ce qu'on achète? Du moins 10 ans, du mieux 10 ans? Donc, même s'il y a une forte dynamique, on en parle énormément, oui, sur le territoire, mais concrètement, au niveau business, c'est pas évident. Quand on passe à l'acte d'achat, le prix reste déterminant. Exactement. Non, mais c'est intéressant parce que ça répond du coup d'un exemple très concret d'une entreprise. On va peut-être prendre, une main se lève. Je ne sais pas s'il y en a sur ma droite. Voilà, prendre une question, là, monsieur, et après, monsieur... Bonsoir. Ce qui me paraît de plus en plus important, c'est qu'on a besoin de constituer des nouveaux écosystèmes, où en fait, les grandes entreprises ne peuvent plus être le centre de ces écosystèmes,
et il y a une certaine animation de l'écosystème. On n'a pas encore trouvé le moyen de créer ces animateurs d'écosystèmes. Pourtant, il y a besoin, on parle de FC par exemple, pour essayer d'animer justement des nouveaux business models, des écosystèmes qui s'assemblent, etc., où il n'y a plus un acteur au centre. C'est ça qui est vraiment important. On a vu arriver avec la Customer Experience où c'était le client final qui devait être au centre. Ce qui me gêne beaucoup aujourd'hui, c'est qu'on parle de décarbonation, on parle de tas de choses comme ça, mais le client final, il n'est pas engagé là-dedans. Et ça me gêne profondément. Je pense que si on veut créer ces fameux écosystèmes, il va falloir qu'on trouve des animateurs autour justement de comment on engage ces clients finaux. Merci, Pouf. Et monsieur? Oui, bonjour. Donc, je suis Olivier Marlière, je suis un peu le monsieur économie du pôle métropolitain de l'Artois. Je rappelle ce que c'est que le PMA. Donc, c'est les agglos de Lens-Liévin, d'Hénin-Carvin et de Béthune-Bruay. En gros, 650 000 habitants, 10% de la population régionale, 45% du département du Pas-de-Calais, 40 000 entreprises. Alors, moi, ce que je voulais simplement dire, c'est qu'en matière de coopération, nous avons opté pour un socle commun, qui est justement l'éco-transition. On a mis en place un parc d'innovation de l'Artois, labellisé par la région. On a mis un morceau de chaque parc inno sur chaque territoire. Et l'obligation pour pouvoir être incubé ou accéléré dans notre parc inno, c'est d'avoir un projet qui soit écologique ou RSE. Et je suis très optimiste comme vous, Marie-Hélène, parce que je pense que la jeunesse pousse, et elle nous pousse dans le bon sens. Et par rapport à la question qu'on se posait, effectivement, il y a eu une table ronde très intéressante ce matin, très intéressante, avec une personne qui a écrit « Quand la Chine s'éveille verte ». On sent que quand il y a une poussée, quand il y a une volonté, il y a possibilité de faire avancer les choses. Alors chez nous, par exemple, on vient d'accueillir ACC, une gigafactory. C'est de l'industrie, c'est de la nouvelle industrie. Mais on est quand même sur des batteries électriques. Quand on va travailler dans une usine de batteries électriques, on est plus dans une salle qui ressemble à la NASA chez Tesla que dans une fabrique d'emboutissage, je vais dire, avec un gros vacarme. Et donc il y a aussi tout un côté attractivité des métiers qui est important. Et je pense que c'est comme ça que ça va se faire, par les petits pas. Alors il y a urgence. Je crois que les chefs d'entreprise sont capables de se mobiliser. Et ce qui est vraiment important pour nous, c'est que cette résilience, elle soit concrétisée par des outils et des actions. Et je vais faire ma pub. On a mis en place un cadastre solaire qui permet aux habitants, les 650 000 habitants des 3 agglos, mais aussi les associations et même les entreprises, de faire très rapidement, par un clic de souris sur une carte, un petit diagnostic qui leur permet de savoir ce que leur toiture va leur permettre de mettre des panneaux solaires ou même des panneaux thermiques. Bon, c'est du concret, c'est du tout simple. Et je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver. C'est un pas plus une action. Et la coopération, effectivement, elle est évidente. On en parlait lors du comité Grand Lille. C'est de l'intelligence collective. Il y a de l'urgence. À Lille, on cherche des terrains. On en a peut-être un peu plus dans le sud du secteur, quoique. Des expertises, des formations, elles sont présentes bien sûr fortement à Lille et sur la métropole, mais on peut en développer aussi ailleurs. Donc c'est comme ça qu'on voit la coopération. Et alors je vous propose peut-être qu'on puisse entendre une réponse aussi. Oui, tout à fait. Oui. C'était plus un témoignage qu'une question. C'est pour ça. Vrai. Merci beaucoup. Je vous remercie. Et ça va dans ce sens-là. On a parlé du client, en tout cas dans la salle, et du coup pas assez sur scène. Jean-Jérôme, parce que vous avez beaucoup de clients. Et en plus, vous en plus que tenez compte, parce que vous les associez aussi à beaucoup de sujets. Donc voilà, sur l'approche client dans nos enjeux, voilà, comment vous réagissez à ça? Alors l'expérience client, elle est importante, elle est nous au cœur de ce qu'on fait au quotidien, à la fois en amont dans le développement produit. Après, ce que je peux m'apercevoir, c'est, je reviens à la notion du scope 3. On est tous le scope 3 de quelqu'un. Dès que vous avez compris en fait qu'il y a ce chaînon-là, c'est-à-dire que les produits que je fabrique moi, je les livre chez quelqu'un et ça va être son scope 3. Donc derrière, en fait, ça ouvre d'autres discussions. Donc on commence à avoir des demandes de clients de dire mais c'est quoi en fait l'empreinte carbone de votre produit et comment on va l'amortir. Donc on va démarrer à la conception du produit, on va toucher la partie palettisation, on va, je donne juste un exemple, on a sorti cette année
un échangeur à plaques, comme je vous ai dit, qui est fait avec de l'acier, en fait, qui est net zéro. C'est-à-dire qu'on a fait, en fait, on s'est associé, on parle de collaboration, donc on ne sait pas le faire tout seul. Voilà, donc on s'est associé avec une aciérie qui est dans les pays nordiques. Et la production d'acier a été faite à partir d'hydrogène vert, faite à partir d'énergie renouvelable. Donc là, on a la chaîne. C'est juste un échangeur, mais voilà, ça montre en fait que c'est faisable. On a fait des dizaines de milliers, mais on voulait montrer au marché que c'était faisable. Après se posent les questions de, il faut y revenir, il faut qu'on arrive à faire ça, mais il faut que ce soit compétitif. Et puis sur l'aspect client pour vous, c'est-à-dire que si le client, enfin, quand on a préparé l'entretien, vous disiez si le client ne se transforme pas, quand bien même j'apporte la meilleure des solutions, voilà. Donc vous répondez à un besoin, en tout cas une commande. On répond à un besoin. Après, il y a des choses qu'on faisait déjà. Enfin, on fait aussi pas mal de maintenance. Dans l'échange thermique, si la maintenance était faite correctement et optimisée, on peut éviter 2,5% des émissions de CO2. On dit que c'est pas beaucoup, mais c'est quand même pas mal quand même déjà. C'est quand même déjà quelque chose d'assez intéressant. Et en fait, là-dedans, on parlait souvent entre la tête et les bras, c'est-à-dire que la tête de l'entreprise ou le chef d'entreprise est d'accord avec ça. Et puis après, vous avez les gars qui sont en maintenance en fait dans les usines, qui ont plus de mal. Ce qu'il faut qu'on arrive à changer, c'est les habitudes en fait. Et même le chef d'entreprise, moi je discute avec mes homologues, ils veulent le faire. Mais il faut arriver à changer en fait les habitudes. Donc quand on parle de complexité, des fois elle n'est pas technique en fait, elle est aussi humaine. Et d'arriver en fait à changer les habitudes. Donc là, nous, on a un rôle à jouer d'accompagnement. C'est de la formation, voilà, c'est sortir aussi des outils qui permettent de mesurer les choses et l'impact au-delà de ce qu'on dit, de pouvoir mesurer et de faire du retour sur investissement en monnaie trébuchante, mais aussi en impact CO2. Donc ça, c'est la manière dont on s'y prend, entre guillemets, pour embarquer les différents acteurs. Merci. Laurence, sur le rôle du client. Le rôle du client. Tu l'as abordé un tout petit peu d'ailleurs. Le rôle du client. Le rôle du client. Alors sur notre cœur de métier, à nouveau. Oui, c'est pas ton corps de métier à toi, oui. Sur notre cœur de métier, à nouveau, le rôle du client. Alors nous, ce qui est assez intéressant, c'est que par exemple, le donneur d'ordre, j'osais dire celui qui est qui commande la course, la mission, ou celui qui est sur les quais, est très sensible à tout ça. Mais, tout à l'heure, c'est ce qu'on disait, au niveau des achats, c'est beaucoup plus compliqué. On revient à la complexité. Non, mais c'est pour ça que je te faisais intervenir, c'est que, bon, tu as des clients spécifiques, là, on n'est pas sur le client, on est sur du B2B, là, surtout, mais on voit bien parfois que le client, il peut être aussi, je veux dire, schizophrène entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, malgré les bonnes intentions. En tout cas, nous, oui. Sur notre cœur de métier, oui. Il faut dire ce qui est. Alors, je propose... Il faut dire ce qui est. Et du coup, toi, par exemple, tout à l'heure, je l'ai écrit, qu'est-ce qu'apportent les ODD? Je vous ai dit, ça nous apporte autant d'énergie, parce que c'est vrai qu'il y a... Enfin, nous, on en est tellement convaincus, c'est en nous, etc. Donc, c'est... voilà. Mais ça peut apporter aussi, du coup, beaucoup de frustration, parce que c'est difficile. C'est extrêmement difficile de faire entendre... Eh bien, qu'on peut rouler en France, que l'on peut, enfin, qu'il y a, en tout cas sur notre cœur de métier, il y a beaucoup à revoir sur les questions sociétales et environnementales. Et qu'il faut y aller. Le transport, ça fait partie de façon intégrante d'une chaîne de production, d'un produit, etc. Ça en fait partie. Et donc, ça va jusque-là. Je propose de prendre peut-être une dernière question. Peut-être en dernière question, alors on voit bien que le désir se construit autour de l'imaginaire. Et je pense que j'ai envie de vous poser la question, on le voit bien à travers ces 2 jours qui ont fait un magnifique panorama de ce qui est en train de se passer, que les imaginaires sont en train de basculer. La bourgeoisie, à la révolution industrielle, avait construit un imaginaire autour de la richesse pour tout le monde. Aujourd'hui, on voit bien apparaître des nouveaux imaginaires, comme la collaboration, l'importance incontournable de ce travail collaboratif et créatif tous ensemble. Mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu les mots-clés de cet imaginaire nécessaire pour le XXIe siècle ?
Merci, ça fera une belle conclusion. Mais avant, on n'a pas répondu à la question des écosystèmes, mais il y a quand même 2 exemples. Le réseau Alliance est bien un écosystème qui existe sur un territoire. Le pacte mondial est un écosystème. On parlait du dialogue entre grandes entreprises, PME ou ETI, mais aussi d'articuler l'international, le local et le national. Le pacte mondial est ça, et Laurence l'a très bien dit. C'est-à-dire qu'il y a où EPE est une forme d'écosystème, alors très écosystème environnement, dans le sens, je dis, parce que vraiment le mot écosystème, on l'emploie à toutes les sauces pour le coup. Et donc, moi je dirais, c'est pas tellement la difficulté des écosystèmes, c'est que les écosystèmes se parlent entre eux. Il y a aussi une réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain nombre d'écosystèmes qui sont en concurrence, aussi économique. Hein. Chacun doit justifier d'une cotisation, d'un budget, mais aussi de visions idéologiques qui ne sont pas compatibles, et c'est pas grave en soi. Hein. Je parlais de politique tout à l'heure, le tout est de savoir de quoi on parle. Mais c'est vrai que dans le développement durable, et moi je l'entends tous les jours, on emploie tous développement durable, RSE, ESG, mais on ne met pas tous les mêmes définitions derrière. Et effectivement, je pense que le plus grand défi, c'est de quoi on parle. On l'a abordé assez vite, le développement durable est souvent réduit au changement climatique, et tu l'as très bien dit, le développement durable, c'est l'environnement, le social et l'économique, et c'est les trois. C'est les trois. Et l'un ne marche pas sans l'autre. C'est illusoire de croire qu'on pourra réduire le CO2. C'est pour ça que je donnais l'exemple des Gilets jaunes. Je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple d'une bonne intention qui a fait plus que pchit, puisque pour le coup les conséquences ont été importantes, mais de quelque chose qui n'a pas été, pardon de le dire comme ça, réfléchi. Je ne fais pas offense aux gens qui l'ont pensé de ne pas réfléchir, mais en tout cas ils n'ont pas vu les conséquences. Et donc voilà, je pense que l'enjeu majeur, c'est les écosystèmes entre eux. Alors sur la dernière question de monsieur, sur les imaginaires, moi je voulais vous poser, mais ça va aller dans ce sens-là, à vous tous, puisque leur tourne, c'est finalement, et ça a été dit par quelqu'un, petit pas ou utopie. Faut-il choisir les petits pas ou les utopies? Ce qui n'est pas tout à fait la même question, mais qui va dans ce sens-là, pour être un peu plus concret. Alors Laurence, politique des petits pas ou utopie? Politique des petits pas. Très bien. Alpha, petits pas ou utopie? Moi, je dirais qu'il faut changer d'échelle, en fait. Hein. Je ne suis même pas dans les deux, là. L'utopie, c'est une vision, et la vision, je pense qu'on l'a, elle est partagée. Et maintenant, il est temps, et on est en train de changer d'échelle, au moins dans le monde industriel. Donc voilà, faut changement d'échelle, accélération. Donc changement d'échelle, accélération. Donc utopie. Non, pour moi, c'est pragmatique et réaliste. Pour le coup. David, et puis si tu veux élargir sur les imaginaires. Hein. Ouais. Alors je vais en rajouter donc utopie oui, les petits pas oui, mais les petits pas au pas de course. Sinon, ça s'appelle un footing. Ça. Sinon ça marche pas. Ouais, c'est un marathon à l'allure d'un 100 mètres, puisque c'est ça qu'on a en face de soi. Et je voulais répondre de manière très précise, parce que sur le sujet imaginaire, c'est effectivement un point important. Tout à l'heure, on parlait du client final, donc en B2B. En B2C aussi, on a un client final. Et je voulais mentionner un travail en fait, qu'on a fait qui va aussi répondre au point de Laurence sur comment est-ce qu'on embarque les équipes. Nous, on a fait un travail il y a 2 ans avec des directeurs marketing sur c'est quoi les imaginaires de la transition écologique. Aujourd'hui, je vous l'avais dit, on est dans un monde qui est guidé par effectivement des imaginaires de bonheur par la consommation, donc on retrouve qui va se décliner dans le transport, la façon dont on va se nourrir, la façon dont on va habiter, dont on va se déplacer. On a fait ce travail-là d'identifier c'est quoi les stéréotypes de la transition écologique. Je vous en donne quelques-uns. Il y avait le carnivore compulsif, il y avait la plage au bout du monde. Je vous en dis pas plus. Et on a fait ça, voilà, d'une part pour identifier ces stéréotypes parce qu'ils sont pas forcément conscientisés. On a proposé des alternatives et on l'a fait avec des directeurs marketing pour qu'eux-mêmes initient ce truc-là, et ça a super bien marché. J'ai appris l'autre jour qu'il y a tous les créatifs de Canal+ qui ont été formés avec ce guide. Donc il est sur notre site, ça s'appelle donc epe-asso.org, ça s'appelle représentation de la transition écologique à l'usage des communicants. Je vous encourage, il est top, même si on n'est pas un communicant, ça permet ensuite vous regarderez plus jamais la publicité de la même façon. Un peu de lecture pour ce soir, merci. Marie-Hélène, le mot de la fin. Je te donne le micro. Donc, petit pas ou utopie? Vous avez vu, pendant le Covid, on aurait pu faire ça. Utopie, et je vais rebondir sur la dame de l'Ukraine hier, qu'on ait un rêve, et moi j'ai un rêve que mes petits-enfants respirent dans un monde en paix. Eh bien, sur ça, ça mérite, voilà, un tonnerre d'applaudissements.
Et un double tonnerre pour te féliciter, toutes les équipes de ces 2 jours. Je pense que vous pouvez doublement applaudir au-delà de la table ronde parce que voilà, ça a été une prouesse et un tour de force. Merci à nos intervenants, merci à Laurence en ligne. Et c'est le moment où vous allez quitter la salle et on va appeler à la fois Jean-Pierre Le Tartre et Adrien, qui je crois est réquisitionné aussi, pour un petit mot de conclusion. Et voilà, nous on vous laisse la scène, c'est la vôtre. Non, restez là. Non, mais je pense que Marie-Hélène a tout dit, donc je vais laisser la parole à Adrien. Parce qu'Adrien, vous ne le connaissez pas, mais c'est lui qui fait, en fait. Hein. Oui. Voilà, c'est le doueur de l'équipe pour ce forum, et donc c'est lui qui dirige tout ça et qui organise et crée les contacts. Voilà. Alors Adrien, tu veux dire un petit mot ? Bah merci, je passe après vous, c'est super. C'est pour ça que je te laisse là. Voilà, je voulais remercier toutes les équipes de Réseau Alliance qui ont œuvré pour la bonne organisation de ce forum. Elles ont été hyper mobilisées depuis 1 an. Je peux vous dire que c'est un travail tout à fait complet. Je voulais aussi remercier, et j'espère qu'on peut les applaudir, tous les bénévoles des écoles aussi. Voilà, on a besoin d'eux pour pouvoir vous accueillir le plus facilement possible. Je voulais bien sûr remercier nos partenaires qui financent l'événement, mais aussi les réseaux associés qui ont permis de justement travailler sur toutes ces sessions. On a eu plus de 50 sessions pendant 2 jours. Donc on a beaucoup de réseaux associés, merci à eux. Voilà. Et puis nos prestataires, particulièrement la Cité des Échanges. C'était la première fois où on venait ici. Donc un grand merci aux équipes de la Cité des Échanges et puis tous nos prestataires, Axéo, la régie, E-Live. Enfin, vous avez fait un super boulot et je pense qu'on n'a eu que des retours positifs pendant ces 2 jours. Voilà. Et je pense que ce qu'on peut peut-être ajouter, oui, Adrien, c'est que on va faire bien sûr le débriefing de ces 2 jours, mais on peut déjà annoncer 2512 inscrits, oui, donc qui sont passés là, qui ont badgé. Alors ils sont peut-être pas restés 2 jours, hein, non, oui, mais ils ont badgé pour 2512. Et puis 52 enfants. Ouais. Hein, pour ceux qui ont pu les voir, c'est comme ça compte beaucoup, hein, c'est pas. Hein, ça fait 50, du bruit. Parce qu'eux, ils sont pas badgés en fait. C'est vrai. 50, c'est pour ça que je rajoute 52 enfants et puis 150 intervenants, ouais, en fin de compte, qu'on peut remercier. Voilà. Donc ce qui montre un peu quand on parle de massification, ça montre un peu la masse de l'événement, qui au fond, tu vois, je ferai pas de synthèse de tout ce qui a été dit, mais simplement dire la chose, c'est que voilà, je pense qu'on est rentré dans le World Forum à 17 ans, il est rentré dans une nouvelle étape, dans un nouveau lieu qui amène une nouvelle ambiance et une nouvelle étape qui va nous permettre d'aller plus loin et plus haut. Voilà. Merci. Merci.